Hier, j'ai parlé exactement de ça, mais par rapport à la nouvelle, c'est-à-dire ce que l'UE a prévu de faire de 2021 à 2027. Je prends exactement la même chose, je vais la contextualiser par rapport à la pandémie qui vient de passer, mais là encore, elle a laissé des traces, et surtout au conflit russo-ukrainien. Je vais me focaliser donc sur un peu qu'est-ce que... Bon, je passe ici, c'est pas la peine. Évidemment. Ah, qui commence à déranger. Donc, le papier va se focaliser autour de 6 points. Je vais faire un très bref rappel sur ce que prévoit donc la PAC 2023-2027. Je l'ai souligné hier, en principe, ce sont des programmations septennales, 7 ans. Mais exceptionnellement, cette programmation, elle est due au problème depuis 2014 jusqu'à 2020. Elle ne peut pas se faire, tout ce qui est prévu ne peut pas se faire en 7 ans, et c'est pour ça qu'ils ont grignoté 2 ans, 2021-2022, pour terminer ce qui n'a pas pu être fait à cause de la pandémie. Mais cette fois-ci, il y aura encore un événement plus grave, c'est le conflit donc, parmi les belligérants qu'on a entre l'invasion de la Russie sur l'Ukraine. On va voir rapidement en quoi consiste la nouvelle stratégie, parce qu'il y a une stratégie. Très rapidement, puis la crise de la Covid et du conflit. Je vais essayer de résumer un peu en quoi il consiste et comment ils ont eu des conséquences sur l'économie mondiale, sur toutes les économies du monde. Et je me focalise sur la politique agricole commune. Donc, les conséquences de la double crise sanitaire et conflictuelle sur les différentes économies de la planète. Et on va voir comment l'UE a réagi à ça. Donc, c'est leur activité. Et puis, on verra comment elle se lance dans l'avenir, donc les perspectives. Très rapidement, donc, sur... Ah, ok, la machine qui n'a pas l'air... Très rapidement, en bref, donc, la programmation 2023-2027, ce qu'elle prévoit, que la PAC, que l'Union européenne intitule en général la nouvelle PAC, parce qu'il y a de nouveaux éléments, c'était beaucoup plus les aspects donc environnementaux qui doivent être pris en charge. Il y avait 2 stratégies, c'était la biodiversité à prendre en charge et surtout la bouffe saine, qu'on appelle couramment de la ferme à la table, ou bien à la fourchette, comme ils appellent donc ça des fois. Donc, évidemment, la PAC, elle va soutenir les agriculteurs, elle fait partie donc du premier pilier et donc garantir un revenu et garantir également la bouffe à des prix abordables pour les citoyens. Et les défis qui se posent sont qu'il y a en gros 4 défis. Elle doit répondre un peu à l'évolution des besoins. C'est fournir, donc il y a 7 millions de bénéficiaires d'agriculteurs au niveau de l'UE. Elle va fournir une alimentation de qualité à cette même population, donc de 447 millions, parce qu'ils sont 27. Ils étaient à 500 et quelques, mais avec le Brexit, il y a 60 millions qui ont quitté l'UE. La dotation, c'est l'un des budgets les plus importants de l'UE qui est octroyé à la PAC. Donc c'est 386 milliards. Ce qui veut dire cette politique toute seule agricole, parmi toutes les autres politiques, c'est 1/3 du budget. Et elle contribue évidemment à l'action pour le climat, parce que depuis 30 ans exactement, les questions climatiques, elles rentrent un peu dans toutes les économies du monde, dans toutes les préoccupations mondiales. Et c'est 40% de budget de la PAC qui va être accordé donc à cette prise en charge donc de cette si vous voulez, du verdissement de la PAC. Très rapidement, donc cette nouvelle PAC, évidemment, il y a une nouvelle forme d'organisation, trop de centralisation, donc l'Union européenne a décidé de décentraliser, un peu de laisser, parce qu'on ne peut pas faire des règles pour 27 pays qui sont en principe différents. Et lorsqu'on prend en charge ou on tient compte de l'agriculture, on a plusieurs types d'espaces agricoles. Donc, on a laissé quelques décisions au niveau des États membres et cette décision qu'ils vont prendre, on se rapproche beaucoup plus de leur situation, il a pris la forme des PSN. Donc, c'est des
plans stratégiques nationaux. Donc, chaque pays doit faire. Jusqu'à aujourd'hui, il y a 7 ou 8 pays qui ont remis des plans stratégiques nationaux. Mais cette stratégie doit démarrer le 1er janvier 2023. Le deuxième aspect, il y a évidemment un aspect, un soutien financier. Parce que lorsqu'on exige des agriculteurs quelque chose, donc il fallait les soutenir avec des moyens financiers, notamment à travers, parce qu'ils se sont rendus compte des affectations budgétaires précédentes, il y a une certaine inéquité, donc il fallait rétablir l'inégalité dans la répartition un peu des... Et notamment, il fallait favoriser les jeunes et les petites exploitations, bien les petits exploitants. Donc, elles rentrent un peu en priorité dans cette stratégie de ce quinquennat de la PAC. Évidemment, voilà, j'ai anticipé. Donc, l'action sera mise sur les résultats. Donc, partout, lorsqu'on a un projet, on doit être regardant sur l'aboutissement de ce que vous allez faire. Donc, les résultats, à travers donc, les PSM que je viens de dire, donc c'est les plans stratégiques nationaux. Et bien évidemment, il y a un aspect nouveau que les agriculteurs doivent respecter, c'est l'aspect environnemental, l'aspect climatique. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être faites et il y a des objectifs qu'on va voir tout de suite. Donc, cette nouvelle stratégie, elle se résume, si vous voulez, donc elle va assurer d'abord. Donc, elle va intégrer, ça a été souligné dans des papiers hier, dans plusieurs papiers. Donc, l'agriculture, ce n'est pas uniquement les produits agricoles, mais il fallait dépasser l'espace purement agricole. Donc, c'est la sylviculture, c'est la pisciculture, il y a beaucoup d'éléments qu'il fallait pour prendre en charge un peu. C'est ce qui rentre dans la stratégie du pacte vert, ou qu'on appelle Green Deal. Un accord sur la réforme, donc, il a été accordé, donc c'est OK. Il est passé sur le plan législation. Il doit y avoir davantage, donc, une PAC. Donc, la PAC, elle va se fixer d'être équitable, elle va se fixer d'être plus verte, et elle va se fixer pour être axée davantage sur les performances. Il faut qu'il y ait des résultats. Donc, il faut être performant et efficace. Évidemment, lorsqu'on respecte l'aspect environnemental, c'est l'aspect durabilité qui va intervenir ici. Donc, pour qu'il y ait une durabilité, une continuité dans l'activité, donc il fallait donc le respect de cette durabilité qui a démarré à peu près il y a 30 ans, suite donc au premier sommet du climat de la planète qui a eu lieu au Rio de Janeiro en 1992. Évidemment, l'aspect agricole n'est pas unique préoccupation des agriculteurs, il doit y avoir également l'aspect développement rural, parce qu'un agriculteur, il n'a pas besoin d'investissement, d'activité, mais il a besoin d'un cadre de vie. Donc, il faut un développement du monde rural, et il fallait donc, et il est pris en charge par le pilier 2 et par le fonds, donc le fonds européen agricole du développement, le FIDER. Et cette stratégie, évidemment, la nouvelle stratégie de la PAC, elle est ambitieuse pour faire intervenir un peu l'aspect environnemental, c'est de la ferme à la table. Voici les 10 objectifs. Donc les 10 objectifs, il y a 3 qui sont environnementaux. Donc le 4e, le 5e et le 6e, ils sont strictement liés à l'environnement. Le 1er, le 2e, 3e et puis le 7e, 10e, il y a des aspects sociaux et il y a des aspects économiques. Donc il y a le triple aspect social, économique et environnemental. Ils sont pris en charge, il y a des logos ici, c'est des logos de l'Union européenne. Moi je les ai écrits, bon, c'est en anglais, mais je les ai mis en français, donc à gauche du tableau, pour expliquer un peu donc les... là, c'est un schéma, c'est un graphique qui met en relation exactement comment elle va se dérouler. La partie orange que vous avez dans les Legos, hein, c'est comme si les Legos qu'on regosse. Donc, il y a l'aspect l'aspect environnemental. Donc, évidemment, c'est en longue durée. On doit réaliser quelque chose aujourd'hui, puis au fil des années, pour aboutir à l'objectif final. Il y a un aspect, les éco-régimes. L'éco-régime, c'est les règles et les conditions que chaque agriculteur doit respecter. D'ailleurs, c'est des conditionnalités. Celui qui ne respecte pas les conditions de respect
éviter les pesticides, éviter beaucoup de choses, faire des jachères. Il y a beaucoup d'éléments. Celui qui ne respecte pas, il n'aura pas de financement. Donc, il y a donc tout le financement, toutes les aides, elles sont conditionnées au respect donc des règles qui émanent de cette nouvelle PAC. Et en bas, vous avez donc, vous avez pilier, et en bas, vous avez donc la conditionnalité renforcée. Donc, c'est limité un peu, parce qu'il y a l'aspect parce que tout ce qui rentre un peu dans l'arrosé, les pesticides, les herbicides, tout ça, il fallait que les agriculteurs s'éloignent un peu de cet aspect-là. Oh. Je passe rapidement. Donc, quelles sont les conséquences, donc, de la double, je voulais la double conjoncture que nous vivons, que nous avons vécu, que nous vivons encore. Évidemment, là, cette machine-là, elle dérange sincèrement. Il n'y a pas plus de nerfs que... Non, moi, ça fonctionne. Hein? Oui, c'est... Hein? Non, pas de faire donc, voilà. Donc, les conséquences socio-économiques de la double crise sanitaire et conflictuelle. Évidemment, le premier élément, le premier événement qui a choqué peut-être toute la planète, mais pas les grands visionnaires de la politique, c'est l'attaque, l'invasion de la Russie sur l'Ukraine, qui a perturbé beaucoup d'économies, a fait des perturbations à travers presque toute la planète, mais en ce qui nous concerne, c'est par rapport donc à l'aspect agricole. Et l'important, c'est que, parce que pour ces deux belligérants, c'est des grands producteurs de céréales d'un côté, et la Russie, en plus d'être le premier exportateur de blé, elle est encore un grand fournisseur d'énergie pour l'UE. Évidemment, on va voir la réactivité, donc ça se paye. Donc, il y a systématiquement la réaction planétaire, en particulier de l'Union européenne, c'est d'entamer des sanctions. Et ces sanctions, évidemment, c'est l'effet boomerang. On sanctionne la Russie, mais finalement, ces sanctions se retournent contre l'UE et contre presque toute la planète. Les exportations, elles sont bloquées, évidemment, et la production sera compromise. Que dire le blocage? Donc, lorsque l'Ukraine, deuxième exportateur, pas uniquement de céréales, c'est le premier exportateur de colza. Le colza pour l'aliment et le colza et tout le sol pour l'huile. Donc, lorsque ça échappe au marché mondial, donc il y a un effet énorme sur les clients, donc les effets vont être très désastreux pour de nombreuses économies. Le deuxième aspect, donc on ne peut plus exporter, et ce qui veut dire que comme le transport il se fait par voie maritime, même s'il y a des tentatives d'exporter par voie terrestre, mais on ne peut pas remplacer la quantité par voie maritime, par des conteneurs, par voie terrestre, que ce soit par voie du chemin de fer ou par voie routière. Le deuxième aspect, c'est l'envolée. Donc l'envolée inédite des cours des grains. Évidemment, lorsque l'offre diminue au niveau du marché mondial, c'est la flambée des prix. Et cette flambée des prix, pour donner juste 3 chiffres, le colza, il a passé les 1000 € la tonne. Le blé, il tourne autour de presque 450 € la tonne. Et le maïs, 370. Déjà, à première vue, c'est presque le double. Pour d'autres matières, je vais en arriver surtout avec l'énergie. Évidemment, les discours politiques, comme on n'a pas pu importer, ce qui veut dire qu'on va favoriser de produire plus au niveau local pour répondre au marché. Ce n'est pas toujours facile à faire.
parce qu'il y a les effets de la crise sanitaire, puisque la crise sanitaire, c'est le confinement, c'est l'arrêt, c'est la diminution de l'activité, parfois c'est la fermeture et l'arrêt carrément. Donc on avait vu les conséquences désastreuses de la pandémie de la Covid 2019. Ça commence à reprendre, mais c'est pas tout à fait, on n'a pas encore atteint le niveau d'avant Covid, c'est-à-dire de 2019. Et l'élément, évidemment, donc sur certaines règles, on va pas les respecter. Donc l'Union européenne demande aux agriculteurs le tiers des terres qu'il faut laisser en jachère, c'est-à-dire ne pas semer. Donc il fallait semer pour essayer d'équilibrer une petite production, etc. Donc c'est l'un des éléments lorsque la situation, on ne peut pas planifier tout, donc les règles qu'on se fixe, on doit les triturer un peu. Évidemment, quatrième, je vous donne 10 éléments de conséquences. Les prix de l'énergie et les engrais explosent. L'énergie, c'est d'abord, on avait vu le pétrole au bout de quelques mois, il était autour de 60-65, il a dépassé les $100, il commence, aujourd'hui, il tourne autour de $100, des fois il dépasse, des fois. Donc la volatilité donc, des prix d'énergie, c'est aggravé, déjà c'est volatile avant la guerre, et maintenant ça a aggravé. La Russie qui est deuxième exportateur mondial de pétrole brut et 40% du gaz il est fourni à l'UE. Donc, lorsque la liste des sanctions, parce qu'il y a un terrain de 8 sanctions que les Européens, enfin les Occidentaux en général, ont mis contre la Russie. Et ces 8 terrains de sanctions, c'est plus de 2000 sanctions qui touchent les personnes, qui touchent les institutions, les banques, les entreprises, donc beaucoup d'éléments. Et là, alors donc le pétrole monte, mais la plus grande augmentation, conséquence, c'est beaucoup plus le gaz. Le gaz, il est multiplié par 4, par 5, et il a dépassé les 5-6 fois le prix du gaz. Évidemment, je vous ai dit, voilà, les Européens sont précipités, sont tirés la balle dans le pied, sont précipités à arrêter de ne pas importer, alors qu'ils n'ont pas encore trouvé de remplacement. Bon, c'est par la suite qu'ils commencent donc à assurer, on va voir après leur politique, comment ils essaient d'apaiser, d'amortir un peu ces conséquences. L'autre aspect, évidemment, donc les prix d'énergie, et puis ça va se transmettre jusqu'aux emballages. Donc pratiquement, beaucoup de produits, c'est l'effet de chaîne, c'est comme l'effet domino. Tout se manifeste à travers l'inflation. Donc l'inflation, elle est mondiale. Aucun pays n'a échappé. Il y a des pays qui ont une inflation à 3 chiffres, c'est-à-dire elle dépasse 100. La majorité, bon, elle est à un chiffre, moins de 10, mais beaucoup ont atteint les 2 chiffres, 10, 12, 20, 30, 40, etc. Donc la situation, elle est désastreuse. Et si on reste dans l'aspect agricole, donc des pays sont menacés carrément de famine, d'où la réactivité pour la sécurité alimentaire, la crise alimentaire, qui a des désastres. Le coût d'alimentation animale sous tension, puisque s'il n'y a pas d'importation, d'abord, on ne peut pas produire parce qu'il n'y a pas en plus du pétrole et du gaz où excelle la Russie, il y a un produit qu'il exporte premier en tête, c'est les engrais azotés qui rentrent beaucoup dans l'activité agricole. Donc, lorsque tout manque au niveau du processus de production, il faut s'attendre donc à des conséquences désastreuses. Donc, les prix des grains et huiles, ça a monté. Même l'alimentation, c'est les tours de colza, donc toutes les graines-là, de soja et de colza. Donc, les mesures au conflit, si vous voulez, donc, puisqu'il y a eu des mesures, c'est les restrictions, c'est un peu l'embargo, les restrictions à l'importation et à l'exportation. Donc, la Russie ne peut pas importer, elle ne peut pas exporter. Et certains éleveurs, évidemment, sont obligés de modifier leur stratégie d'approvisionnement, mais ce n'est pas facile la réactivité. Septième conséquence, c'est l'inflation de l'alimentation humaine. C'est-à-dire, j'ai parlé d'alimentation de bétail, maintenant c'est l'alimentation humaine. Elles ont connu la hausse des prix des matières premières, de l'énergie, surtout des produits alimentaires. Évidemment, tout ça va peser sur le pouvoir d'achat des consommateurs, où il y a des cris et partout des mouvements contre donc, cette situation-là. Et dans le monde, il y a la crainte de crise alimentaire, elle est liée d'abord sur certains pays, pas pour tous. Il y a des pays qui sont à l'aise, qui ont des stocks de sécurité, mais d'autres, ils attendent au jour le jour.
Même s'il y avait une tentative de d'ouverture pour quelques jours, quelques bateaux ont quitté les ports ukrainiens, Sébastopol ou bien de la mer d'Azov, pour essayer d'alimenter l'Europe ou bien quelques pays d'Afrique et du Moyen-Orient, parce que l'Afrique et le Moyen-Orient, c'est des pays qui importent beaucoup. Il y a un tableau qu'on va voir tout de suite. Donc la flambée des grains, le tourteau il est à 600, le colza à 500, donc on voit les conséquences ici. Crise, huitième point, c'est la crise alimentaire mondiale. Donc le conflit avec les réactions de part et d'autre et toutes les conséquences qui en découlent ont engendré une crise alimentaire mondiale, mais elle pèse beaucoup plus sur les pays du Sud, parce que ce sont les importateurs nets de ces aliments-là, donc de ces produits de base, notamment africains et du Moyen-Orient qui sont touchés car ils sont très dépendants des céréales ukrainiennes et russes. Neuvième point, je l'ai eu avant-hier dans un site statistique européen, c'est que l'industrie européenne, évidemment, elle va payer, elle est face au mur avec les coûts de l'énergie. Une enquête d'Eurobaromètre, elle a signalé que 75% des industries ont réussi à réduire, mais momentanément, à court terme, la consommation de gaz depuis 6 mois, à peu près depuis depuis mars-avril. Mais parmi ces 75, il y a 39 qui pensent ne pas aller loin. Donc ils vont, et 53, ils disent qu'ils vont réduire carrément la production parce qu'ils n'ont pas les capacités d'avoir une énergie très chère selon les produits. Alors, dixième, voilà, c'est un tableau assez complet. Je ne sais pas s'il est visible, il est très grand. Ici, c'est la mise à mal du pacte européen vert, lorsqu'on prétend fournir, respecter l'environnement, fournir des produits sains, bio et tout ce qui s'ensuit. Finalement, la crise alimentaire a bien rappelé qu'on ne peut pas respecter tout ça. Et ici, vous avez la liste en général des pays qui dépendent des exportations ukrainiennes et russes. Donc, des exportations russes, c'est en rouge, en bleu, c'est ukrainien. Donc, vous remarquez que la grande majorité, c'est des pays européens ou bien, plutôt des pays africains ou bien asiatiques. Voilà les conséquences un peu ici, c'est uniquement sur le céréales. La réaction, évidemment, la réactivité, il y a beaucoup de réactions. La première réaction, c'est déjà les sanctions. Je vous ai dit, il y a un train de sanctions, donc l'Union européenne, d'une seule voix, c'est comme une chorale, il faut d'abord sanctionner la Russie et en même temps faire un paquet d'actions, comment aider l'Ukraine de plusieurs manières. Donc la réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, donc l'Union européenne jusqu'à aujourd'hui, elle a adopté 8 trains c'est des groupes, si vous voulez, de sanctions qu'elle vote, qu'elle essaie de décider à chaque fois à l'encontre de la Russie. Donc, interdire les transactions avec la Banque centrale, SWIFT, les 500 millions d'euros qui financent les équipements fournis à l'armée ukrainienne, bon, c'est des milliards qui avancent finalement, interdiction de survol de l'espace européen, et même les ports et les aéroports ne sont pas ouverts pour la flotte russe, des sanctions, on commence des sanctions d'entreprises et des sanctions pour les personnes. Les personnes, c'est les grands politiciens, en tête Vladimir Poutine. Je termine, oui. Donc, il y a la preuve, donc il y a le train de sanctions. Je vais essayer de faire vite. Donc, il y a également, comme dans une guerre, il y a des mouvements de population, l'asile. Donc, l'Union européenne a voté une loi comment accueillir les Ukrainiens. On avait vu à peu près dans les 4 millions, 5 millions qui ont quitté l'Ukraine en quelques jours. Donc, ils vont les accueillir, il faut qu'ils résident, il faut qu'ils accèdent au logement, qu'ils accèdent au travail, qu'ils accèdent à l'assistance médicale et même les enfants peuvent accéder donc à l'éducation. L'agriculture également, donc ils essaient de voir comment prendre en charge déjà la production actuelle, elle est sabordée, donc la campagne agricole, ils ne peuvent rien faire. Il n'y a pas d'hommes, puisqu'ils sont en guerre. Donc, ils n'ont pas vendu ça, donc ce qui veut dire que la campagne agricole actuelle, elle est compromise au niveau des deux pays, surtout au niveau de l'Ukraine, évidemment. Donc, il y a l'esprit de solidarité, donc au niveau
Évidemment, il y a pas mal d'éléments supplémentaires. Bon, même la Biélorussie qui est voisine donc, de la Russie, donc elle a subi les mêmes sanctions puisque c'est un adepte, c'est un partenaire. Ici, c'est le terrain de sanctions, les visas interdits, ceci, bloquer les comptes de cela. Donc, je vous ai dit, c'est des milliers donc, de personnes et d'institutions qui sont touchées. Les perspectives, évidemment. Perspectives, je vais me baser ici sur l'énergie, parce que l'énergie, c'est l'élément clé dans l'activité aujourd'hui à travers la planète. Évidemment, c'est un grand fournisseur, donc l'Union européenne dépend beaucoup du pétrole et surtout du gaz russe, surtout l'Europe centrale et nordique. L'Europe du Sud, c'est un peu moins. Mais il y a beaucoup de dépendance puisque l'Allemagne en elle-même, c'est le plus gros, donc le plus gros consommateur. Donc, on cherche, si on essaie de voir à peu près donc, juste les fournisseurs, jusqu'à l'an dernier, la moitié du gaz européen vient de la Russie, mais avec les sanctions, donc il a diminué à 31%. Il y a donc le recours au GNL, donc le gaz naturel liquéfié, les États-Unis, le Nigeria et le Qatar. Principalement ces trois pays qui sont venus au secours pour remplacer graduellement le manque. La Norvège, parce que l'Union européenne elle dépend de trois grands fournisseurs auparavant. C'est la Russie en tête, la Norvège et l'Algérie. L'Algérie est à peu près autour de 10-11%. Bon, ici, c'est 9%. Évidemment, il faut réfléchir comment également, donc côté pétrole, pour le gaz, ils sont réunis, presque chaque jour, ils se réunissent, comment mutualiser, comment faire des stocks, surtout on est en plein hiver, il faut surstocker, et ça dépend s'il y a possibilité, surstocker, et le gaz, il est utilisé, 30% du gaz, il est utilisé pour le chauffage des familles. Et le reste, c'est pour donc l'activité agricole et l'activité industrielle. Donc, le graphique que vous avez ici, donc le cercle, là, c'est à peu près la capacité de stockage que dispose chaque bon, vous voyez en tête ici, le gros cercle, c'est l'Allemagne. À côté, c'est la Hollande, la France, en bas, c'est l'Italie. En haut, à droite, bon, c'est la Pologne, et puis vous avez donc la Hongrie avec la Slovaquie, et vous avez l'Autriche. Donc, ils essaient de stocker, mais il y a un seul pays qui n'a pas respecté un peu les règles de l'Union européenne, c'est la Hongrie. Il dit, je n'ai pas d'accès au port, je n'ai pas d'installation de régasification du GNL, donc on lui donne une certaine faveur de continuer 1 an ou 2 ans pour donc les mesures d'urgence. Bon, ici, voilà, pour essayer de réduire un peu, vous les entendez même dans les informations, comment on appelle les gens à réduire leur consommation de gaz, leur consommation, parce que l'électricité vient du gaz. Ustad, on va vous couper des gaz, hein? On va vous couper des gaz. Oui, oui. Donc, c'est presque comme une conclusion. C'est pour dire un peu par rapport à cette situation, juste deux mots. C'est que hier, ça a été développé sur 2 ou 3 papiers. C'est un peu la guerre. On parlait d'agriculture intelligente. Donc, c'est comment un peu pratiquer, comment essayer de maintenir le rythme de production, de respecter l'environnement et d'introduire d'autres éléments au projet d'agriculture, c'est-à-dire la forêt, faire des espaces verts, des fourrages, tous ces éléments-là, pour essayer de prendre en compte l'activité agricole peut continuer à fonctionner et fournir des produits moins polluants, je dirais beaucoup plus biologiques et moins de pesticides, moins d'azote, enfin tous les produits phytosanitaires qui rentrent un peu dans le processus. Voilà en gros un peu l'idée principale, donc le contexte un peu de cette PAC, elle est dans de beaux draps. Merci. Merci à vous, M. Blataf. C'était très intéressant.